les gardiens chauves scrutent l'horizon depuis des temps immémoriaux. Ils sont les témoins de l'histoire de notre civilisation. Chaume, cet ancien terme venant du bas latin calmae et du vieux français calmes, désigne des hauts terrains maigres et déserts. Ces hautes pâtures furent très vite convoitées par les éleveurs. C'est ainsi que l'on distingue aujourd'hui les chaumes primaires d'origine naturelle et les chaumes secondaires résultant de l'intervention humaine dès le Moyen Âge. C'est à plus de 1250 mètres que se situent les Hautes-Chaumes. Les fortes tempêtes de neige, souvent d'influence océanique, ne laissent pas celles-ci s'accumuler sur le versant lorrain. Balayées par les vents d'ouest, elles s'accumulent en névé sur les ruptures de pente des versants alsaciens et comtois. À cette occasion, un bloc de neige suspendu au-dessus du vide se forme, la corniche. L'alternance de périodes sèches et très humides caractérise bien le climat des Vosges, lorsque le brouillard et la pluie donnent aux crêtes un aspect velouté si particulier. La période estivale d'épanouissement de la nature est très courte, de mai à septembre. Des gelées tardives viennent bien souvent contrarier la reprise du cycle végétatif. De plus, la forte nébulosité nocturne maintient bien souvent des températures anormalement chaudes par rapport au jour. Ce phénomène, qui accentue la respiration de la végétation, bloque ou contrarie de manière importante sa croissance et son épanouissement. Le climat de montagne a forte influence océanique des Hautes-Vosges, souvent comparé à celui du sud de l'Islande, se traduit par des précipitations atteignant 2,50 m et une température moyenne annuelle ne dépassant pas 4 degrés centigrades. Il y a plus de 3 millions d'années, le climat de type tropical qui règne alors sur les Vosges provoque une altération chimique de la surface des sommets, formant une arène granitique. Les glaciations quaternaires fixent cette arène en ne lui imposant que peu de contraintes. C'est ce matériel qui permet lors du réchauffement la formation d'un sol très caractéristique appelé rancœur cryptopodzolique. D'aspect poudreux, noir cendré, le sol des chaumes primaires est majoritairement organique. Des racines décomposées se mêlent à quelques éléments minéraux. Des plantes caractéristiques par leur faculté à coloniser les sols pauvres en humus, dites pionniers, partent à la conquête de cette arène. La colonisation des sols par les plantes fut lente et progressive. Si elle a débuté par des végétaux modestes, les sommets vosgiens sont aujourd'hui recouverts d'une multitude de plantes originales, semblables aux espèces des régions froides et montagneuses, telles que les pays nordiques, les Pyrénées, les régions atlantiques ou les régions de steppe. Le sol s'est d'abord couvert de mousse, lichens et petites fougères, les lycopodes, mais aussi de graminées telles le nard raide et d'arbrisseaux nains comme les calunes fausses bruyères, myrtilles et autres eriacées. Cet ensemble végétal constitue l'essentiel de la couverture botanique des chaumes. Ce paysage, similaire à celui de la toundra arctique, supporte les conditions de vie qui règnent à cette altitude. Au milieu de cette apparente monotonie, une variété importante d'autres fleurs viennent égayer ponctuellement les pelouses. Les anémones pulsatilles blanches annoncent l'approche de l'été. Les petites pensées des Vosges sont discrètes, mais éclatantes. Les grandes gentianes sont les véritables sentinelles des crêtes. Quant à l'épervière orangée, avec sa couleur soleil levant, elle dégage une exquise odeur de miel. Pour peu qu'il soit attentif,
le promeneur sera toujours surpris par les couleurs éclatantes de ce milieu d'une incroyable richesse. La Crète fut fréquentée à la préhistoire, environ 7000 ans avant Jésus-Christ, par des hommes montant des plaines et venus chasser le grand gibier des montagnes. Certains ustensiles, haches en pierre polie, pointes de flèches en silex, trouvés sur les sommets, tendent à confirmer ces passages. Au milieu du 7e siècle, sous l'influence du moine irlandais Colomban, des bénédictins venus d'Italie érigent un monastère en l'honneur du pape Saint Grégoire, au confluent des deux Fecht. Les espaces libres de forêt des sommets incitent ces moines à y faire pâturer leur bétail, et ce à partir du 9e siècle. Côté lorrain, la forêt sauvage bloquant la progression, la colonisation est plus lente. Quelques disciples de Saint Déodat essaiment vers Provenchères, Luce, Fraise, remontent la vallée de la Meurthe et par leur déboisement créent des chaumes dites secondaires, comme celle de Sérichant. Les hautes chaumes sont utilisées pour la pâture estivale des bêtes. C'est le début de la transhumance. Ce sont les marquaires, terme tiré de l'alémanique melker, signifiant le treilleur. Ils ont à leur charge le troupeau communal. Petit à petit, ils aménagent les hauts pâturages. Au XVIIe siècle, la guerre de 30 ans entraîne le départ des marquaires des fermes d'altitude et décime en grande partie les populations. Sur les chaumes secondaires, la forêt reprend ses droits. Après 1648, des marquaires d'origine suisse pour la plupart vont s'installer sur les chaumes et les exploitent à nouveau. Au XIXe siècle, un tournant essentiel s'amorce. Les promeneurs sont de plus en plus nombreux à gravir les sommets pour profiter du panorama. Le tourisme pédestre s'impose très vite comme un nouveau débouché pour les hautes fermes d'estive. Et ce, malgré les grands conflits de notre siècle qui dévastent les bâtiments de montagne. Ni le travail de reconstruction, ni la déprise agricole des années 50 et 60 ne découragent les marquaires qui continuent sereinement à s'accrocher à la montagne vosgienne. Vers 1970, l'exploitation agricole évolue peu à peu en ferme-auberge, où le Munster, le repas marquaire et l'accueil demeurent les atouts principaux.
Les hautes chaumes sont des sites naturels à très lente évolution, avec une sensibilité plus forte et plus rapide aux dégradations souvent irréversibles à court terme. De la route des crêtes aux pistes de ski, certains secteurs ont été entièrement défigurés. Les 4x4 circulaient encore librement sur des sentiers sommitaux il y a à peine 15 ans. L'habitat traditionnel du marcaire a bien souvent été maladroitement restauré. Quelques chaumes primaires ont été retournés par des engins agricoles afin d'y produire du fourrage artificiel. Au bout du compte, les dégradations paysagères sont lourdes, bien visibles pour le promeneur et malheureusement souvent irrémédiables. Des solutions efficaces qui n'entraveraient pas le fragile équilibre économique du massif restent à trouver. Chacun d'entre nous doit être conscient de la fragilité de ce type de milieu, de la nécessité de préserver au mieux cet héritage naturel et historique. Quand nous gravissons leurs flancs, pas après pas, les montagnes ressentent notre effort. Une fois au sommet, quel plaisir d'admirer ces paysages qu'elles nous délivrent après des millions d'années. Mais la richesse naturelle et la beauté ne s'arrêtent pas à la vue des Alpes ou de la forêt noire. Des êtres vivants remarquables, témoins des époques passées, se cachent là, sous nos pieds. Ils ont leur place depuis 8000 ans et méritent bien de la garder. Ils garantissent notre équilibre et à plus grande échelle, celui de notre planète.